Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener dans les fondements même de la thérapie du lien et du monde relationnel. Ces fondements prennent leur source dans mon expérience de vie. Cette expérience de vie, aujourd'hui, quand je me retourne pour observer, 3 points essentiels viennent à mon esprit. Le premier, c'est qu'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu chez moi une force de vie, une énergie de vie, une flamme de vie, ce que certains appellent l'élan vital, qui a toujours été présente et qui, même dans les moments les plus dramatiques de ma vie, a toujours été là. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'étrange et de mystérieux encore aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que mon attention, parce que l'environnement familial et social était saturé par un monde traumatique, a été beaucoup plus centré sur l'environnement que sur ma personne en propre. Et cette centration sur l'environnement avait comme objet la recherche de cohérence et de sens. Avec encore un élément important, la confusion dans laquelle j'étais entre les perceptions qui appartenaient dans cet environnement aux autres et les perceptions qui m'appartenaient en propre. Ce qui m'a amené à développer que, y compris dans le monde perceptif, les perceptions ont largement une dimension relationnelle et interactionnelle. Et le troisième point est, pour exister, c'est-à-dire entretenir cette énergie de vie, cette flamme de vie, quelle que soit la difficulté dans laquelle l'environnement me mettait, où je me retrouvais, ça m'a amené à développer naturellement des expériences diverses de transe, qu'on va appeler transhypnotique. Ça veut dire de processus modifiés de conscience qui m'amenaient à aller chercher justement à me reconnecter à cette flamme de vie et à me réassocier, c'est-à-dire à retrouver une intégrité. Cela m'a amené à la conviction que c'est notre corps relationnel, nos expériences qui vont structurer nos constructions mentales. Corps, non pas dans sa dimension mécanique et fonctionnelle, mais dans un corps comme corps en relation, unité corps-esprit, en un tout, est d'abord au centre des processus de vie. Alors, je vais vous proposer de revenir sur les fondamentaux de ce qui fait de nous un être humain. La vie nous précède et elle continuera après notre mort. Ce qui amène à l'idée suivante, c'est que la construction de notre vie humaine commence avec un début et finit avec une fin. Et donc que la question va être, qu'est-ce que l'on va faire de cet espace-temps sur Terre? Dans la télémère, la vie, on pourrait l'assimiler à une trame relationnelle et interactionnelle, un bain de liens interconnectés, une trame interconnectée, à partir duquel vont émerger des formes de vie. Et sous cet angle, nous pouvons dire, nous, êtres humains, que nous sommes des formes de vie parmi d'autres formes de vie, comme les arbres, les animaux, les plantes, etc. Cette forme de vie va d'abord commencer par l'existence, où est l'existence de la vie en moi? C'est-à-dire que l'existence de la vie en moi, si je la perçois, si je me perçois où est-ce que j'existe, je vais observer que la présence de la vie en moi, elle est d'abord dans notre corps relationnel. Pas dans un corps, dans sa vision mécanique, pas dans sa vision fonctionnelle, mais dans sa vision relationnelle. Et que la première relation fondamentale va être le lien à la vie. Et qui va s'exprimer évidemment au moment de la naissance par la respiration. Cette perception que le centre relationnel de notre existence soit ce corps relationnel
exprime le fait que la vie est d'abord et avant tout mouvement. Et que le mouvement, c'est plus que l'action. Le mouvement, c'est un mouvement en relation. Un mouvement qui va porter à la fois les processus intentionnels et à la fois les effets relationnels dans l'interaction avec, d'abord et avant tout, car nous sommes des êtres terriens avec la relation à l'environnement. Cette relation à notre environnement, si je pars de cette idée que nous sommes d'abord, à travers notre corps, un corps relationnel, il va être en lien avec un environnement vivant. Ce qui veut dire que mes perceptions ne vont prendre sens que parce que le monde, l'environnement dans lequel je vis, est un environnement capable, lui aussi, d'interaction. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser le lien à cet environnement vivant? Ça va être d'abord et avant tout les phénomènes de rythme et de synchronisation. Rythme, synchronisation, ajustement. Et si je reprends la base de l'idée que la vie est une trame interconnectée, cette trame est dans l'invisible et l'implicite. C'est ce qui va exprimer le fond. Et c'est très important de percevoir que ce fond, quand il va être vécu, non pas comme une expérience, mais dans des représentations, va prendre le terme de vide et qui peut amener du vide au néant. L'idée, c'est que ce fond va contenir à l'état potentiel l'ensemble des formes de vie possibles. Et donc, ce qui est très important, c'est que ça va amener chez nous, à ce moment-là, cette confiance inconditionnelle qu'à partir du fond va émerger une forme. La confiance dans la vie, c'est que même là où il donne l'impression qu'il n'y a plus rien, quelque chose de nouveau va émerger. Et ce qui est essentiel aussi, c'est de comprendre que cette forme va être d'abord et avant tout des formes relationnelles. Ce qui veut dire qu'à partir des liens dans l'invisible, quand ils vont prendre forme, à travers les perceptions, à travers l'image, à travers l'agir, à travers les pensées, ces formes vont devenir des formes relationnelles, c'est-à-dire qui vont avoir des effets relationnels. Et si je pars de l'idée que pour pouvoir changer, pour que la forme puisse changer, ça nécessite que la forme précédente puisse être achevée. Et à partir de l'achèvement de cette forme, va émerger une nouvelle forme. Et ceci est important car si je reprends le concept de monde traumatique et de monde relationnel, la forme du monde traumatique est une forme inachevée et que l'inachevé empêche de transformer la forme du monde traumatique en une forme relationnelle saine. La deuxième connexion extrêmement importante va être la relation à l'autre. Je rentre et je nais dans un monde d'humains. Et la relation à l'autre va commencer par la singularité de la relation à l'autre. Et cette singularité de la relation à l'autre, c'est d'abord la relation mère-nourrisson. C'est ce qui va être à la base de l'attachement. Et la base de l'attachement, la base physiologique de l'attachement, pour nous, va contenir le jeu des interactions entre l'apprentissage de la singularité de la personne que je suis et de l'appartenance à la communauté humaine. Et le nourrisson va faire cette expérience-là dans le processus corporel de fusion-diffusion. Fusion des corps qui, dans l'expérience pleine et entière d'intégrité, va amener à la diffusion des corps. Et c'est à partir de cette expérience qui va servir de trame que va se développer une base relationnelle sécure. Et que cette base relationnelle sécure va amener en retour l'expérience de l'intime d'une part et deuxièmement construire ce que je vais appeler un collectif intime. Pourquoi un collectif intime?
Car jusqu'à une époque récente, j'aurais dit la famille de base. Aujourd'hui, la famille ne peut pas réduire et la diversité des compositions familiales font que je préfère proposer le terme de collectif intime, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont venir co-construire cette base sécure et ce lien à l'intime. Ce qui va permettre le développement essentiel dans le monde des humains va être le jeu entre cette appartenance et cette singularité et cette appartenance. Et nous savons par expérience comment cet accordage entre singularité et appartenance est aussi complexe et difficile et ne repose que sur un processus dynamique qui va être la flèche de l'autonomie dans le lien. Le troisième, c'est que nous développons dans un monde humain. Et ce monde humain, c'est aussi un monde social et un monde culturel et un monde langagier et un monde qui va se construire sur les représentations qui vont commencer par les sensations, par l'agir, par la geste, par l'image, par la pensée. Et bien sûr, qui peut être saturé par les constructions mentales. Or, si nous avons dans l'idée que ce monde des représentations va être un monde vivant, c'est-à-dire où le langage, où les actes, où les sensations, où les images vont avoir une valeur relationnelle et interactionnelle, alors le monde de représentation va être connecté à notre corps en relation réciproquement. Dans le développement, ce qui est intéressant, et mon expérience de 15 ans auprès d'enfants avec des problèmes de retard mental léger m'ont permis de mettre en lien la pratique avec toutes les théories basées sur le développement cognitif autour de l'attachement, la théorie de l'esprit, la vision de Vygotsky, c'est que notre construction mentale va se développer d'une manière d'autant plus harmonieuse qu'elle va être sur des bases de relations sécures. Et ça va amener quelque chose d'essentiel. C'est que entre ce monde, environnement vivant, la relation humaine et la relation à nos constructions mentales, dès lors qu'elles sont vivantes, vont être elles aussi interconnectées. Et à ce moment-là, les effets d'interconnexion, de triangulation entre le monde vivant, l'autre vivant et le monde des représentations vivantes, la congruence ou les dissonances vont être internalisées dans notre corps en relation. Et notre corps, dans sa dimension relationnelle, va être informé au niveau perceptif, au niveau du sensible, des effets de congruence ou de dissonance entre notre environnement, l'autre dans sa singularité et le monde des représentations. Et nous avons un dilemme, nous les êtres humains, qui est que grâce à notre capacité à non seulement communiquer, mais en plus métacommuniquer, c'est-à-dire communiquer sur la communication, mais en plus à généraliser cette communication, ce qu'on appelle la métacommunication, nous avons la capacité à construire un monde totalement virtuel, déconnecté du monde vivant, de notre environnement. Or, ce qui va faire la congruence est la triangulation avec l'expérience humaine et l'appartenance à l'expérience humaine, et qui va construire la structure à partir de laquelle nous allons pouvoir témoigner, développer notre propre expérience. Ce qui est très important à partir du moment où nous observons notre corps vivant en relation. Si nous partons de l'idée que nous avons les informations de congruence ou de dissonance, l'intérêt pour moi de l'expérience de transe va être d'accueillir les effets de dissonance. Non pas en luttant contre, non pas en l'évitant, non pas en rentrant dans un figement indifférencié
qui permet de mettre à distance les effets, mais au contraire en les accueillant comme une source d'information, à partir de laquelle va pouvoir émerger une forme dans l'imaginaire. Car, de mon point de vue, l'expérience de transe est l'expérience idéale pour activer l'imagination créatrice et les processus d'association, désassociation, réassociation. Car il me semble aujourd'hui évident que tout être vivant s'oriente vers le principe d'unité. D'unité dans l'interaction entre la vie, le singulier et la communauté. Si j'observe maintenant les interactions entre le monde vivant, le monde des représentations et l'autre en tant qu'être vivant. Petite parenthèse, quand l'autre n'est qu'une représentation, il appartient au monde des représentations. Quand l'autre est un élément du monde, il n'appartient qu'au monde, au même titre qu'une plante, un animal, etc. Les liens, comme vous pouvez l'observer sur le schéma, sont des liens implicites. Les interactions entre le monde vivant, l'autre vivant et le monde des représentations. Et notre travail en thérapie, parce que dès lors qu'on va rentrer dans des mondes relationnels altérés, comme les mondes traumatiques, c'est que justement, il y a des effets de rupture, de dissociation, de vide entre le monde vivant, l'autre vivant et le monde des représentations vivantes. Et à ce moment-là, notre travail va être d'objectiver les liens. C'est-à-dire, si je prends une image, par exemple, une image de moi dans la nature, par exemple, voilà. Si je prends l'expérience, un souvenir avec une relation singulière avec une personne, je vais pouvoir objectiver les interactions, quelle forme ça va prendre la relation entre les deux. C'est ce que j'appelle l'objectivation des liens et qui est à la base de la thérapie du lien des mondes relationnels. C'est ce qui va activer ce que l'on appelle chez nous le processus d'externalisation. Ce que j'aimerais, c'est de vous partager avec vous cette différence entre ce schéma qui est à la base de la thérapie du lien des mondes relationnels et le schéma de la manière dont aujourd'hui notre monde fonctionne. C'est comme si quelque part la dimension vivante et relationnelle du corps est aux abonnés absents. La dimension vivante et relationnelle du monde est aux abonnés absents. La dimension relationnelle et vivante de l'autre comme être singulier est aux abonnés absents. Et on est dans une sursaturation d'un monde des représentations qui prend les représentations pour le réel. Et à ce moment-là, on rentre dans un monde des représentations objectivées qui prend la place du corps en relation. Et dans cette transcription, à ce moment-là, le corps devient un organisme mécanique et fonctionnel. L'autre devient un être fonctionnel et mécanique. Et le monde, notre environnement, devient un monde fonctionnel et mécanique. Et à ce moment-là, dans cette position-là, le problème est qu'autour, dans les interactions entre le monde, le corps et l'autre, c'est le vide. C'est le vide relationnel. Et ce vide relationnel est extrêmement important parce qu'il va justifier des comportements de toute puissance, des positions de toute puissance, de perfection, de performance et d'appropriation. C'est-à-dire que pour remplir le vide, je n'ai plus qu'à posséder ou à disparaître. Donc j'existe dans une identité qui n'est plus relationnelle, mais dans une identité qui est représentative. Je ne suis plus dans le vivre ensemble, je suis dans l'entre-soi. Et donc ce monde va construire des idéologies particulièrement basées sur des positions victimaires et que ces idéologies vont fonctionner comme des vérités absolues. Alors que dans le monde relationnel, l'expérientiel qui passe par la singularité de la relation humaine, qui passe par l'affect, va servir d'interface entre le monde perceptif, sensible, sensorimoteur,
connecté à notre environnement vivant et le monde, je vais dire langagier, mentalisé, qui va d'un côté se décliner par l'imagination et de l'autre par l'intellect. Et vous observez que à partir du moment où je suis dans des expériences relationnelles saines, ça veut dire que tout cet ensemble va s'orienter vers une expérience d'unité. C'est la raison pour laquelle l'affect et les émotions vont être en lien avec les valeurs fondamentales de vie qui m'habitent. Cela va nous amener à observer que notre développement va prendre en compte la singularité de la personne que je suis, en interaction avec l'appartenance et donc la communauté, une communauté intime, que cette communauté intime va être aussi dans les représentations, construire une communauté sociale et une culture, un collectif sociétal et une culture, mais que tout ça va poser la question du rapport entre les idéologies de représentation et les expériences universelles qui ne peuvent être que des expériences incarnées, corporelles, habitées, c'est-à-dire qui touchent l'affect. Et c'est dans l'interaction que va se déployer du début de la vie à la fin de la vie la flèche du temps, à partir de l'histoire dont j'hérite, vers l'histoire que je vais transmettre, qui va prendre la forme d'une narration, qui va prendre la forme du développement et qui déploie le processus d'autonomie. Et ce processus d'autonomie va aller dans la direction de plus en plus de connaissances expérientielles qui ouvrent tout le temps sur de nouveaux espaces, qui fait que la transmission et l'acceptation de notre transmission aux générations futures est une transmission d'un achevé dans l'inachevé. Et que peut-être que la question du mystère de la vie est justement dans cette transmission d'un achevé dans l'inachevé. C'est une manière de dire, ça y est, je peux partir, j'ai rempli mon boulot, aux générations futures de continuer avec ce que je leur transmets. Ce qui amène la transmission et la construction de l'histoire humaine, tant au niveau du collectif intime de la famille qu'au niveau du collectif sociétal et de la société. Donc je vais venir sur l'idée de base de ce qui construit un monde relationnel. Ce qui va construire un monde relationnel nécessite d'abord un espace-temps partagé qui va servir comme d'une scène au théâtre et à l'intérieur de laquelle il faut au moins deux entités vivantes en interaction. Et que ces entités vivantes en interaction, chez l'être humain, vont passer par le perceptif, l'imagination, l'intellect. Car chez nous, les émotions sont du langage de l'action. C'est le langage de l'action dans l'affect. Et nous pouvons observer qu'à ce moment-là, ce qui va nous construire est autant les effets d'émission que les effets de réception, mais en même temps dans la congruence avec le contexte relationnel, c'est-à-dire le monde qui va construire le monde relationnel dans lequel nous vivons. En d'autres termes, plus les interactions vont construire un monde familier et stable, plus ces interactions vont devenir un monde relationnel. Et que ce monde relationnel, en retour, va conditionner les interactions pertinentes de celles qui ne le sont pas. C'est pour ça que dans la vision de la télémère, le contexte, c'est-à-dire le monde relationnel, est une entité vivante. C'est là où je pourrais faire appel à l'idée de base qui sous-tend la thérapie du lien et des mondes relationnels, qui est de partir sur les bases de la systémique, du constructivisme et de la cybernétique. Et je dirais que dans la continuité de l'œuvre de Bateson et d'autres, aujourd'hui, il s'agit de développer
une pensée, une philosophie de la vie. Une philosophie qui inclut le sens de la vie. Et que cette philosophie qui inclut le sens de la vie, il me semble qu'elle peut reposer sur une troisième cybernétique. Qu'est-ce que j'entends par troisième cybernétique? C'est l'idée que si le premier concept, c'est l'homéostasie, qui permet que le jeu de l'équilibre entre le semblable et le différent, et qui permet l'enrichissement, le développement et l'évolution, que la deuxième cybernétique parle de l'observateur qui fait partie de l'expérience, la troisième cybernétique pourrait dire le contexte qui construit l'expérience même d'observation structure la relation observateur-observé, et réciproquement. Et dans notre vision, la thérapie du lien et du monde relationnel est un modèle qui répond au concept un peu complexe de non-modèle. Qu'est-ce que veut dire un non-modèle? Ça veut dire que c'est, à partir de ce modèle, c'est les formes que vont prendre dans le concret et dans le réel ce modèle qui vont fonctionner. C'est la science des processus et non pas de la technique. Et ça n'est pas le modèle en direct qui pourrait amener à des protocoles. Dans notre vision, qui est en continuelle évolution, l'idée est que c'est notre corps relationnel dans son entier qui est au centre et non pas le cerveau réduit à un esprit-cerveau qui activerait un corps mécanique. Et c'est d'autant plus important que si je suis dans une vision opératoire, je vais être dans action, réaction. Dans la vision de la TLMR, l'action porte et exprime et le véhicule de l'intentionnalité, de l'intention. Et que cette intention, par l'action, va se déployer en effets relationnels. Et ces effets relationnels vont venir en retour questionner l'intention qui a amené à l'action. Mais cette action n'est pas l'action en soi, c'est plus la geste, l'acte au sens antique du terme, qui contient l'expression d'un monde relationnel. Et les effets en retour de la congruence entre le contexte, le monde relationnel dans lequel je suis, et les interactions avec l'autre, ces effets-là, je vais avoir les informations, tant au niveau du sensible, que du sensorimoteur, que de l'agir, que de l'image, que de la pensée. Et si je conclus cette présentation, je dirais que cette modélisation est à la base du travail avec les mondes traumatiques. C'est-à-dire que c'est une trame pour naviguer, et donc je dis trame non modèle, pour naviguer dans les mondes traumatiques les plus complexes. Car ce sur quoi on va travailler majoritairement, c'est de tisser des liens sains où les liens ont été altérés. J'aimerais partager avec vous cette observation. Je ne sais s'il existe quelqu'un sur cette planète qui a décidé de s'auto-construire un monde traumatique. Aussi, cela signifie que la construction des mondes traumatiques est des plus graves et majoritairement l'effet des relations humaines dysfonctionnelles. Et donc, tout le travail va être de comment retisser à travers la relation patient-thérapeute-contexte. Pourquoi contexte? Parce que si je pars de cette idée-là, ça veut dire que quand je vais rencontrer l'autre, ce n'est pas l'autre brut que je vais rencontrer. C'est d'abord mon monde relationnel va rencontrer le monde relationnel de l'autre. Et à ce moment-là, si ça matche tout de suite, on crée un même espace-temps. Et ça va se faire de manière spontanée et implicite. Mais quand je vais rentrer en lien avec quelqu'un dont le monde relationnel est dysfonctionnel, quels effets d'interaction vont avoir les deux mondes? Et je vais avoir les informations que je ne peux pas m'ajuster de manière congruente et entrer dans un monde accordé. Donc, tout le travail va constituer à permettre au thérapeute de rentrer justement dans le monde relationnel de l'autre. Gregory Bateson disait de Milton Erickson que ce qui était le plus impressionnant, si je peux dire, chez lui, c'était sa capacité à rentrer dans le système relationnel du patient. Monde relationnel
l'organisation du monde relationnel, le système relationnel, la manière dont le monde relationnel se décrit, l'identité, c'est la narration, c'est l'histoire relationnelle. Si je peux concevoir que sur les traumas aigus, ou ce qu'on appelle les psychotraumas, des pratiques psychothérapiques de type techniques psychothérapiques peuvent être utiles et sont tout à fait opérantes. Aujourd'hui, je peux dire qu'à partir du moment où quelqu'un habite et encore plus se développe dans un monde traumatique, devenir thérapeute pour travailler dans ces situations aussi complexes nécessite un chemin à parcourir et ne peut pas se faire en 3, 6 ou 9 jours. C'est la raison pour laquelle, à l'Institut Mémétis, nous avons développé la thérapie du lien et des mondes relationnels qui s'enrichit en permanence de l'expérience de chacun et qui aujourd'hui se déroule sur 3 ans et qui permet de naviguer dans les mondes traumatiques les plus complexes en permettant aux patients d'être dans des expériences le plus en sécurité et le thérapeute qui lui aussi est exposé aux effets de traumatisation secondaire, de pouvoir travailler dans les situations les plus dramatiques et les plus complexes qui font partie de l'universel de l'expérience humaine en sécurité.